Dans ce journal, on évoque les dangers qui sont légion sur les sites d'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso pendant la saison des pluies. Les éboulements et les infections de tout genre sont monnaie courante et ce sont des milliers de jeunes qui sont exposés à ces risques au quotidien. On fait un tour sur des sites aurifères au nord, au Gabon, des manifestations d'opposants dispersées par les forces de l'ordre, des heurts qui surviennent pour le premier anniversaire de l'élection présidentielle qui a reconduit Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Bonjour à tous. Bienvenue aux actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, direction l'Est où les acteurs de développement évaluent la mise en œuvre du programme national de développement économique et social dans la région l'année 2017. Ils identifient les difficultés qui pourraient ralentir l'exécution du PNDS dans cette partie du Burkina Faso et proposent des solutions pour atteindre les objectifs de développement escomptés. La revue à mi-parcours du PNDS à Fadane Gourma, c'est avec Aimé Douamba, Dahadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Les corps constitués de la région de l'Est et leurs partenaires techniques et financiers sont autour d'une même table à Fadane Gourma. Au menu du jour, échanger sur le bilan des activités menées au cours de l'année 2017 à l'Est dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, il y a un certain nombre d'activités de suivi et d'évaluation qui sont programmées, qui fixent des délais, et c'est dans le sens du respect de ces délais que notre cadre régional de dialogue s'est tenu aujourd'hui. Dans ce rapport, il ressort que le taux d'exécution financière s'élève à plus de 23% et celui de la réalisation physique avoisine les 16%. Un bilan jugé moins satisfaisant dans son ensemble. Même s'il est partiel, le taux à mi-parcours nous est paru assez faible, tant sur le plan physique que sur le plan financier. C'est la défaillance au niveau de certains prestataires qui explique un peu ce niveau d'exécution. Également, il y a la faible collaboration des collectivités territoriales avec les services techniques déconcentrés. Séance tenante, les participants ont fait des suggestions et formulé des recommandations en vue de corriger les insuffisances pour parvenir aux résultats escomptés du PNDS à l'est du Burkina. La ruée vers l'or ne connaît pas de saison au Burkina Faso et l'on a de cesse d'évoquer les risques liés à cette activité en saison des pluies. Entre éboulements et infections de tout genre, le danger est permanent sur les sites aurifères. Au nord, ce sont plus d'une vingtaine de sites d'exploitation artisanale de l'or qui sont répertoriés et qui sont le point de convergence de milliers de jeunes. Le sujet est abordé dans ce dossier que nous proposent Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. Site d'orpaillage de Yabonsgo situé à environ 10 km de Wayugia. En ce mois d'août, l'activité minière bat son plein. Même constat à Sissamba et sur plusieurs autres sites de la région. Et la recherche du métal jaune impacte de plus en plus les travaux champêtres en cette saison hivernale. On est ici pour ne pas voler quelque chose de quelqu'un. On se débrouille un peu, on gagne, on aide nos parents. Peut-être ton papa, c'est toi celui qui est dans la famille ou toi avec ton grand frère. Tu te débrouilles aussi pour les aider. Avec le début de la saison, certains orpailleurs acceptent d'interrompre l'exploitation au profit des travaux champêtres, mais certains non. Moi, j'ai arrêté pour attendre la réouverture. Cependant, l'exploitation artisanale de l'or a plusieurs conséquences sur la vie des populations. En plus de la réduction de la main-d'œuvre dans les familles, la région enregistre chaque année
des catastrophes liées aux éboulements des mines. Quand le ministre donne la date de fermeture des sites, le gouverneur nous réunit pour donner l'information. Nous passons l'information sur tous les sites, mais il y a toujours des gens qui refusent d'arrêter. Donc, nous demandons aux responsables des sites de les sensibiliser. Aussi, ces chercheurs d'or sont exposés à plusieurs maladies comme les infections cutanées, sexuelles et respiratoires. Ça peut commencer par les simples rhumes, les maux de gorge, les pneumonies, donc jusqu'à aller au niveau d'affections assez sérieuses et graves qu'est la tuberculose. Nous avons également d'autres types d'infections, notamment les infections sexuellement transmissibles. C'est un groupe assez vulnérable qui y séjourne, et nous pouvons donc rencontrer ce type d'infection-là, sexuellement transmissible. Et quand on parle d'infection sexuellement transmissible, ça va des infections classiques à l'infection à VIH. Pour réduire les risques liés à l'exploitation artisanale, le syndicat des orpailleurs artisanaux appelle les orpailleurs à respecter les périodes d'exploitation. Et les agents de santé invitent ces travailleurs à se protéger contre les infections à la reprise des activités. Les gens partent pour avoir leur pitance. Voilà donc ce qui fait qu'on ne peut pas les empêcher. Mais ce qu'il faut, c'est prodiguer des conseils pour qu'ils puissent se protéger contre la poussière et aussi veiller à avoir suffisamment une certaine quantité d'eau potable pour la consommation et aussi pour la préparation. Et nous les informons aussi en cas, malgré tout ça, s'il y a toutefois des cas de maladie, de se présenter dans une formation sanitaire le plus tôt possible. La région du Nord compte environ une vingtaine de sites d'exploitation aurifère. L'orpaillage fait partie des premières sources de revenus pour la population dans cette partie du Burkina. Et pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement a pris des mesures sociales pour la formation et l'insertion socio-professionnelle de cette couche de la population. Dans les hauts-bassins, des jeunes formés au métier reçoivent des kits d'installation et un fonds de roulement, un accompagnement pour qu'ils entrent dans le monde actif avec un minimum de bagages. On suit la remise officielle des kits à Bobo Dioulasso avec Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Zara Maïga, formée en mécanique auto, reçoit son kit d'installation. Comme elle, ils sont 105 jeunes, tous issus de la région des Hauts-Bassins, formés à divers métiers à recevoir leur kit. De quoi leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises dans les centres de formation. Un accompagnement qui vient à point nommé. Je suis vraiment content d'avoir reçu cette matériel. Je compte ouvrir mon garage pour travailler. L'initiative qu'a prise le gouvernement aujourd'hui vraiment nous réjouit, ça nous va droit au cœur. On aimerait que le gouvernement continue dans cette lancée. Cette mesure, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes en milieu urbain et rural. Une manière pour le gouvernement de résorber ainsi le taux de chômage par la création de micro-entreprises. Le gouvernement a initié un certain nombre de programmes pour accompagner en tout cas ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'insérer économiquement. Parce que non seulement ils ont des compétences, des savoir-faire, mais ils n'ont pas naturellement des moyens pour s'installer à leur propre compte. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner la jeunesse à pouvoir bénéficier de formation et d'accompagnement de matériel pour pouvoir s'installer et s'auto-employer. En plus des kits d'installation, un fonds de roulement est octroyé à tous les bénéficiaires. Et pour cette édition, un accent particulier est mis sur l'entrepreneuriat agricole. Et lorsque Sie Palinfo, étudiant à l'université de Ouagadougou, s'adonnait à son hobby favori qui est le graffiti durant les temps libres dans son village Adissine, il est loin d'imaginer que ce qui est pour lui un passe-temps pendant les vacances va devenir un métier à plein temps.
Ces dessins sur les murs et sur les rochers retiennent l'attention de plus d'un. Et voilà le jeune homme devenu aujourd'hui un artiste à temps plein qui gagne sa vie à travers sa passion. Nous allons à sa rencontre dans ce dossier signé Mamadou Ouedraogo et Dimitri Badini. Apprenant dans le tas à faire de la calligraphie à Bobo, c'est de retour chez lui à Dissine qu'il met son savoir-faire à exécution. Aujourd'hui, à son lieu de travail, il étend ses talents dans le domaine de la sérigraphie et de caricature de portraits. Faisant aussi du graffiti, il met en exergue ses talents sur des murs et des rochers, tel le cas ici sur ce site granitique qui suscite l'attention des passants. Un chef-d'œuvre que l'artiste a mis au point à l'aide de peintures et de bombes. Pour lui, c'est un moyen d'expression et là, il dépeint les atrocités de l'esclavage. La connaissance de l'histoire est un préalable, est quelque chose de nécessaire pour l'homme de pouvoir bâtir quelque chose de solide. Il faut savoir ce qui s'est passé. Nos ancêtres ont été soumis à l'esclavage et ont vécu des moments incroyables. À leur époque, les chaînes étaient dans les mains, dans les pieds, et ils ont vécu une situation qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, on décrète 1 minute de silence pour telle personne, 1 minute de silence pour telle personne, ainsi de suite. Mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage n'a été reconnu comme un crime contre l'humanité. Et j'aimerais que pas mal de personnes puissent percevoir ce message-là. Ce qui fait que, comme je n'ai pas d'espace pour m'exprimer, la nature offre. Je suis de passage, tout d'un coup, j'ai vu l'artiste qui est en train de faire du joli travail. Je vois l'image où c'est écrit 1 minute de silence. En tant que patriote, je ne pouvais pas passer sans au moins m'arrêter. Juste me recueillir face à l'image, l'esclave sur l'image qui est en train d'être battue. L'image m'a laissé vraiment, m'a laissé inspirer beaucoup. J'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Qui est par l'info et par ailleurs étudiant à l'université de Ouagadougou et dit par son métier d'artiste contribuer à valoriser la culture du terroir. Aussi, il nous confie que son art lui permet de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre, il faut dire que l'art nourrit son homme. À travers cet art, j'arrive quand même à scolariser, et moi-même, et mes petits frères. Il faut dire que, à travers cet art, je fais des t-shirts, j'ai aussi lancé une marque de vêtements. Tout ce que je fais, j'essaie de mettre une identité. Ce jeune étudiant artiste ambitionne par la sérigraphie mettre très prochainement des articles sur le marché burkinabé, voire à l'international. Les gésistes des diocèses membres de la conférence épiscopale Burkina-Niger se sont retrouvés à Manga cette semaine pour le 56e Conseil national de la GEC, la jeunesse étudiante catholique au cœur des débats, la vie du mouvement et ses perspectives. On suit le reportage de Gérard Sommet et Nathalie Savadogo-Nabaloum. La GEC, la jeunesse étudiante catholique du Burkina Faso et du Niger à Manga. Ils réfléchissent ensemble sur la vie du mouvement, mais également sur les questions relatives au civisme, la résolution des conflits et sur la promotion du dialogue interreligieux au Burkina Faso. Et notre vocation et notre objectif en tant que jeunesse étudiante catholique, c'est de transformer effectivement ce milieu à la lumière de l'évangile, et donner notre contribution pour une jeunesse plus irrationnelle, une jeunesse plus intelligente, une jeunesse plus promotrice de par son comportement, ses manières de faire et d'agir, promotrice des valeurs morales et religieuses. Cette rencontre du Conseil national de la GEC Burkina-Niger, 56e du genre, est placée sous le thème contribution de la jeunesse à la consolidation de la cohésion sociale à travers la promotion des valeurs religieuses et culturelles. Un thème jugé éloquent par le parrain qui pense que la jeunesse a pris conscience des maux qui minent sa vie. De très grands changements socio-culturels et religieux affectent douloureusement aujourd'hui notre monde et suscitent des bouleversements graves dans nos sociétés. Parmi ces mots qui minent la société, il y a des changements d'attitude et de mentalité qui s'écartent des codes de conduite traditionnels, la perte du sens du sacré, la dévalorisation de l'homme, la banalisation et la désacralisation du corps humain qui est aujourd'hui chosifié et transformé en objet de jouissance. En marge des formations sur le civisme et la citoyenneté, il est prévu l'élaboration d'un plan stratégique pour mieux organiser les actions du mouvement afin de pérenniser les acquis et relever les défis.
Des activités de reboisement sont prévues pour promouvoir la culture et la protection de l'environnement. L'actualité étrangère nous conduit au Gabon où l'opposition qui ne digère toujours pas la réélection d'Ali Bongo Ondimba organise des manifestations dispersées par la police. Jean Ping, qui se proclame président élu, appelle à la désobéissance civile. Des marches organisées à Libreville et dans d'autres villes du pays pour le premier anniversaire du scrutin pour l'élection présidentielle 2016 se sont heurtés donc aux forces de l'ordre. Un an après la présidentielle gabonaise du 27 août 2016, des signes de tension politique sont toujours palpables. 2 opposants sont toujours en détention et un journal d'opposition, Les Échos du Nord, a été interdit en juin 2017 pour des propos jugés diffamatoires à l'encontre du président Bongo et du Premier ministre Isso Zengondé. Il est revenu en kiosque mi-août. Bertrand Zibi Abégué, un ex-député du parti au pouvoir, reste détenu après avoir été arrêté le 31 août 2016 pour trouble à l'ordre public. Landry Amiang Washington, cyberactiviste arrêté mi-août 2016 à son retour au Gabon, est toujours détenu sans être jugé et encore moins interrogé selon son avocat. Des arrestations dénoncées par l'opposition qui parle de détention arbitraire, notamment celle de la médecin syndicaliste, auteur d'un rapport sur les violences électorales, Sylvie Nkongembot, libérée début octobre. Des sujets qui continuent d'alimenter les discussions au sein de la population. Un an après l'élection présidentielle qui a eu lieu au Gabon, l'actualité est toujours concentrée là-dessus. La preuve, vous allez dans les quartiers, les débats tournent autour de ça, l'actualité politique tourne autour de ça. Il y a des réformes profondes qui se font depuis que le président est arrivé, depuis 2009. Nous attendons plus, c'est tout à fait normal. Selon le code de procédure pénale, la durée de la détention préventive ne peut excéder 6 mois en matière correctionnelle et 1 an en matière criminelle. Des bébés dans les piscines pour apprendre à nager. La scène se déroule au Caire et fait sourire plus d'un, même si pour les parents de ces futurs champions, toutes catégories équivoient en ces séances de natation. Pour nourrissons donc des raisons sanitaires et sportives plus qu'évidentes. Bébés en main, ils viennent un à un ici dans ce centre de natation du Caire, capitale d'Égypte. Le but est clair, inscrire leur nouveau-né au cours de natation. Atypique comme initiative, mais pour les responsables, il est question d'administrer une éducation physique aux enfants. Il existe des méthodes psychologiques qui permettent la tenue et le déplacement des bras d'une manière spécifique. Si nous maintenons les bras des bébés en utilisant la mauvaise méthode, ils pourraient développer une anomalie chronique. Notre formation aide également à éliminer toutes les petites déformations physiques que les bébés pourraient avoir après la naissance. De véritables cours de natation qui, loin d'irriter ces nourrissons de 0 à 2 mois, les égayent autant que leurs parents. Honnêtement, la natation a aidé à tonifier les muscles de mon bébé. Au début, son corps était très rigide et ses jambes étaient toujours proches de son torse. Maintenant, il n'a plus de peine à s'étirer les jambes. Au début, il criait quand nous le plongions dans l'eau, mais aujourd'hui, il n'a plus peur de l'eau. Je me sens rassuré parce que je sais qu'elle a bien passé la phase initiale et je vais continuer à l'amener ici. C'est une bonne expérience. Si par exemple elle tombe dans l'eau, je suis sûr qu'elle peut retenir son souffle sous l'eau pour environ 6 ou 7 secondes et elle peut quand même nager. Selon des experts, cette expérience peut être enrichissante pour les bébés car elle développe chez eux le sens de l'effort. Et peut-être que parmi ces enfants, il y aura d'excellents nageurs comme le Britannique Adam Peaty ou la Française Laure Manoudou. À la fin des informations de la mi-journée, merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.